Mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réaffirme qu'il faut de toute urgence déployer une force armée spécialisée internationale en Haïti. Selon l'ONU, les gangs gardent le contrôle de la plupart des principales voies de transport reliant Port-au-Prince aux départements du nord et du sud du pays. Le Premier ministre Ariel Henry est actuellement en Argentine pour participer au sommet de la communauté de l'Amérique latine et des Caraïbes. Le chef du gouvernement s'entretiendra en marge du sommet avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le Premier ministre Ariel Henry a visité dimanche le haut commandement de la PNH suite à l'attaque meurtrière perpétrée le vendredi 20 janvier par des bandits armés contre une patrouille policière du commissariat de Pétionville dans la zone de Métivier. Les autorités policières haïtiennes sont une fois de plus sur la sellette. Leur compétence est mise en cause dans la énième tragédie de la PNH. Une investigation a été diligentée par l'inspection générale sur les circonstances entourant l'assassinat de 3 policiers par des bandits du groupe de Vitellum. Selon les premiers éléments de l'enquête, les policiers avaient décidé de porter secours à des membres de la famille d'un agent. Le porte-parole de la police, le commissaire Gary Desrosiers, insiste sur cet aspect tout en reconnaissant la justesse d'une telle démarche. Le commissaire Desrosiers est formel, il n'y avait pas d'opération policière. En fin de compte, la réaction des policiers a été un fiasco face à la puissance de feu des bandits du gang Gras et Barrière. 3 policiers ont été tué et un autre porté disparu. L'enquête doit permettre également d'expliquer le retard dans l'envoi de renforts aux policiers en danger. Les quartiers de Métivier, François et Doko sont totalement sous le contrôle du gang de Vitellum. Les bandits avaient à leur disposition des backhoe-loaders pour réparer les routes bloquées par les forces de l'ordre. Le chef de la police a lancé un appel au calme et au respect des mesures de sécurité aux policiers. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réaffirme qu'il faut de toute urgence déployer une force armée spécialisée internationale en Haïti. Selon l'ONU, bien que le terminal de Vareux soit désormais partiellement opérationnel, l'autorité portuaire nationale et d'autres ports commerciaux continuent d'être constamment attaqués par des bandes armées. Le transport routier reste risqué, les conteneurs et marchandises étant régulièrement détournés et pillés. La police a continué d'avoir du mal à maintenir des patrouilles à proximité des ports, tandis que les bandes armées ont gardé le contrôle de la plupart des principales voies de transport reliant Port-au-Prince aux différents départements du nord et du sud du pays. L'ex-sénatrice et présidente d'honneur du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP, Mme Myrlande Maniga, assure avoir entrepris de relever un nouveau défi en intégrant le Haut Conseil de la transition HCT. Elle explique que son engagement est le résultat de longues réflexions. Elle précise que le HCT n'a aucune référence et entend œuvrer par le dialogue avec tous les acteurs politiques et sociaux pour trouver une solution consensuelle à la crise. En ce qui a trait au mandat du HCT, Mme Maniga admet qu'il s'agit d'une lourde tâche. Elle soutient qu'il faudra notamment déterminer par un raisonnement logique un agenda pour ces élections et la Constitution. Suivez ces explications. Elle a été jointe au téléphone par Métropole. D'abord, ce n'est pas seulement des recommandations. Ce n'est pas seulement des recommandations. Il y a des gens qui disent que c'est 3 conseillers en plus que le gouvernement choisit. Ce n'est pas ça. Quand on lit des créas, surtout des créas plus que arrêtés, on le voit quand même, par exemple, il dit que n'a participé à la réforme du Conseil des ministres. Bon, ce n'est pas encore décidé. Et que c'est nous-mêmes qui bral
disons-nous tout sur le choix des membres du conseil électoral. Il y a une élection qui prévoit, qui va le faire année ça, et nous même là, nous participer là-dedans. À quel niveau nous participer là-dedans? Ça, c'est à voir. Car c'est un bail qui est très délicat, mais cependant, nous décider pour nous quand même impliquer nous dans le choix des membres du conseil électoral. Ensuite, nous gagnons un organisme qui crée tout, un organisme qui est là pour contrôler l'action gouvernementale. Nous gagnons pour participer là-dedans, et lui-même, il prend 21 membres, et c'est tout le monde qui est impliqué en Haïti, partis politiques, associations, etc. Il y a gagné pour envoyer membres pour organiser ça. Ouais. Ensuite, que nous participions tous dans compléter la cour de cassation. Et ça, nous déjà recevons un document sur Bagaille Sayo, des propositions qui sont faites par le CSPJ, et pour nous voir qui ça qu'on est capable de faire. Et, évidemment, nous ne sommes pas là pour nous dire tel bagaille bon, tel bagaille pas bon. Il s'agit d'aider. Il s'agit de faire en sorte que nous pas là pour nous corriger le gouvernement, nous pas là pour nous critiquer le gouvernement. Pensez que avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de concessions, que a gagné un espace de collaboration avec le gouvernement. Le problème, allons voir. Bah, elle a pas encore commencé. Allons voir. Mais soit lit ça qui est pour faire, ouais que quand même, il n'est pas là comme ça pour compléter une sorte de groupe autour du Premier ministre. Non. Je pensais quand même que c'est beaucoup plus sérieux que cela. En tout cas, moi-même, je pensais que je prends ça très au sérieux et je crois que c'est une possibilité, si nous réussissons, pour quand même nous faire un nouveau départ pour le pays. Et c'est peut-être ça m'accepter pour le collaborer. Le dossier de certification des juges entre dans le cadre des efforts du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour une autre justice dans le pays. C'est ce qu'a déclaré un des membres de la commission technique de certification, Maître Evans Fils. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce lundi, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Fort-Liberté a fait savoir que la certification est basée sur les faits. Du coup, la marge d'erreur pourrait être de 5%, affirme-t-il. Que la justice ne va pas et que le fonctionnement de la justice suscite la méfiance populaire, c'est un fait. Et comme je vous dis, c'est un fait incontestable. Nous qui sommes du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, nous ne pouvons pas nier cette réalité. Et une réalité accablante, grimaçante, mais c'est un fait. Mais d'autre part, c'est aussi une volonté de changer le statu quo, de changer l'état actuel de la justice. C'est pourquoi les conseillers se sont attelés à travailler à l'assainissement de la justice. Donc, je reçois ce message d'une double manière. Premièrement, c'est comme un fait. Deuxièmement, comme des efforts consentis par les conseillers pour que nous ayons une autre justice, un autre état des lieux. Parce que nous vivons dans un temps où nous sommes dominés par une tendance descendante, négative, où rien ne va et l'espoir n'est plus. Donc, il faut regarder la situation en face pour dire que ça ne va pas, les tribunaux ne fonctionnent pas, les magistrats ne sont pas toujours intègres, mais il faut, comme responsable du pouvoir judiciaire, se dire également qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'une des réponses est assainir la justice, certifier les magistrats pour que la population ait confiance dans le service judiciaire. La dernière opération de certification s'est faite dans un souci d'éviter les erreurs. À mon humble avis, la marge d'erreur ne saurait être supérieure à 10%. Donc, je crois que les résultats publiés à 90% traduisent exactement la situation judiciaire et des magistrats
Et je dis 10%, c'est pour être gentil, modeste, mais je dirais moins de 5%, parce que la certification, c'est une opération qui est basée sur des faits, et quand il y a des doutes et qu'un dossier s'avère insuffisant pour donner lieu à un résultat, les conseillers exigent une enquête approfondie et retournent le dossier à la certification. Donc, dirons-nous 5% de marge d'erreur, et probablement, il n'y en a pas. C'est une probabilité 5%. Le Premier ministre Ariel Henry se trouve actuellement en Argentine pour participer au sommet de la communauté de l'Amérique latine et des Caraïbes. Dans une note de presse en date du 22 janvier, le bureau de communication de la primature informe que le Premier ministre Ariel Henry a quitté le pays dimanche pour se rendre à Buenos Aires en Argentine. Dans le souci de renforcer les liens d'amitié avec des pays latino-américains et caribéens, le chef du gouvernement s'entretiendra dans le cadre des rencontres bilatérales en marge du sommet avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Enfin, on apprend qu'en l'absence du Premier ministre, l'intérim sera assuré par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel Patrick Boisvert. Ce soir, nous allons aborder un problème que je qualifierais de pointu. En effet, très souvent, quand on parle d'Haïti, que ce soit la presse, que ce soit des responsables internationaux, en parlant de notre cher pays, ils lui attribuent souvent le qualificatif de failli. Haïti, un pays failli. Alors ce soir, nous allons essayer de voir d'abord qu'est-ce que ça veut dire, un pays failli. Ensuite, de voir ce qu'il faudrait faire, peut-être, pour redresser la barre. Et enfin, essayer de conclure, Haïti est-il, oui ou non, un pays failli? Avec nous ce soir, sur le plateau de Metro News, nous avons notre ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Voilà, alors on attaque bien en tête. Oui, Haïti est-il un pays failli et qu'est-ce qu'un pays failli? Bon, en général, il faut, avant de démarrer, je veux faire une parenthèse. Aujourd'hui, Haïti est un pays où il y a un taux d'inflation qui dépasse les 25 à 30%. Et ce, depuis des années. Et ce, depuis des années. Ensuite, nous avons un taux de change qui est à la baisse depuis plus de 6 ans. Absolument. Et c'est plus de 20 ans, mais qui s'est accéléré dans les 6 dernières années. Et nous avons une dette publique, un taux de croissance de moins que 1%. Et une dette publique qui, entre 2022 et 2023, a connu une augmentation de 13%. En un an. En un an. Donc, c'est-à-dire que vous avez une dette publique qui augmente 10 fois plus que le taux de croissance. Ouais. Donc, et lorsqu'il s'agit de l'inflation, je dois souligner ce qui est souvent évoqué, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Mais moi, de mon côté, je préfère me servir de l'or comme indice pour vraiment avoir une certaine tangibilité à la notion de l'inflation. Les talons or. Les talons or, il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, 40 ans, il fallait 175 goudes pour se procurer d'un once d'or. Aujourd'hui, en vertu du taux de change, il nous faut 300 000 goudes. 175, 300 000. 300 000. Bon, en 40 ans quand même. Donc ça vous donne une idée du taux d'inflation qui dépasse de loin 26% l'an. De façon continue. Oui. Maintenant, et ceci c'est vraiment pour situer les gens, pour que les gens puissent avoir des points de référence pour la suite de ce que nous allons discuter. Un pays failli en général, qu'est-ce que les gens entendent par un pays qui a failli, un pays failli? C'est vraiment la chute ou l'éclatement des institutions de ce pays. Donc vous avez l'éclatement de système juridique, vous avez l'éclatement au niveau de l'administration publique, vous avez l'échec des institutions comme
la Banque centrale, le bureau des contributions, la douane, tous les lieux qui devraient normalement générer des revenus pour l'État, ces lieux-là ne sont plus fonctionnels. Et les revenus que l'État devait en bénéficier pour satisfaire ses besoins, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Ouais. Donc, là, ou alors ils sont au rendez-vous au compte-gouttes. Au compte-gouttes. Ouais. Maintenant, en général, qu'est-ce qui se passe? Les gens pensent que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international viendraient intervenir et les sortir du trou. Et ce trou dans lequel nous nous trouvons, c'est un trou assez profond. Hein? Et qui devient de plus en plus qui se creuse davantage. Oui. Ouais. Ouais. Et il faut souligner que, contrairement à ce que les gens pensent, la Banque mondiale n'est pas là pour restructurer votre économie. Ce n'est pas sa fonction. La fonction de la Banque centrale, fondamentalement, est de trouver des clients à qui elle peut prêter de l'argent et de s'assurer que les dettes octroyées soient payées. C'est ça. Parce que la Banque mondiale, quand même, les fonds dont elle dispose, ce ne sont pas ses fonds, ce sont des fonds des obligataires sur lesquels la Banque mondiale doit payer des intérêts. Comme toutes les banques du monde. Comme toutes les banques du monde. Ouais. Donc, ceci étant dit, penser que la Banque mondiale va vous sortir du trou, c'est vraiment mal placer vos paris, la première chose. Et ensuite, la Banque mondiale, c'est un organe qui suit une doctrine. Et la doctrine que suit la Banque mondiale, c'est la doctrine de l'économie néolibérale, et qui, pour que cette doctrine véhicule une série de mesures que la Banque mondiale cherche à appliquer de façon constamment, d'une part pour la préservation du système de l'économie, de la doctrine néolibérale, et aussi pour son expansion. Donc dans tous les pays du monde où la Banque mondiale intervient, il y a un portefeuille de mesures que la Banque centrale puise dedans et recommande. Et, par exemple, pour les pays de l'Afrique, les pays comme Haïti, il y a des mesures qui sont recommandées. Il y a des pays comme la Grèce, comme l'Ukraine, il y a des mesures qui sont recommandées. Mais en général, toutes ces mesures ont comme leitmotiv, comme objectif le maintien et la reproduction du système néolibéral. Oui. Bon. Et au niveau... J'imagine que ce qui est vrai de la Banque mondiale est aussi du FMI. Est aussi vrai du FMI. Mais voilà. la seule différence, moi, je recommande aux gens de regarder la Banque mondiale comme plutôt un ministère de l'économie et des finances. Okay. Et Fonds monétaire international comme une banque centrale. Ah. Bon. Parce que le Fonds monétaire international, vraiment, l'une de ses fonctions, c'est vraiment d'assurer la stabilité des taux de change, la stabilité du commerce, la stabilité de l'économie en général. Oui, la Banque mondiale, elle s'occupe à octroyer des prêts pour que cette stabilité puisse se rejoindre. Donc, donc, fondamentalement, si vous voulez comprendre les relations, sans trop vous enfouiller dans les livres d'économie, de finance, de banking, etc., vous pouvez carrément réduire les fonctions de ces deux institutions à une comme un ministère d'économie et des finances, l'autre comme une banque centrale. Toute petite parenthèse. Je crois me rappeler qu'une espèce d'accord tacite est né entre tous les pays occidentaux qui pratiquent donc la politique néolibérale, de laisser la présidence de la Banque mondiale à un Américain et le FMI à un Européen, en général. En général. Et ça, c'est presque toujours vérifié. C'est presque toujours vérifié. Bon. D'accord. Maintenant, il faut dire que l'économie, lorsqu'on parle d'un État failli, il faut comment ceci se lie avec une économie néolibérale. Par exemple, on vous dit dans l'économie néolibérale qu'il faut réduire les impôts. Mais lorsque l'État ne perçoit pas les impôts, l'État n'est pas en fonction de payer ses obligations. Donc, si l'État n'est pas en fonction de payer ses obligations, l'État ne peut pas être performant. Donc, est-ce que le fait d'accepter
cette mesure contribue à rendre qu'un État tombe, qu'un État faillit. La deuxième chose, l'État, on vous dit qu'il faut ouvrir votre économie, il faut ouvrir votre marché, il faut diminuer les tarifs pour permettre à ce que la marchandise puisse librement circuler. Mais lorsque les tarifs sont réduits, l'économie nationale elle-même, elle est menacée parce qu'en fait, il y a toutes les subventions qui viennent de l'extérieur, ils font le dumping sur le marché local et ça tue votre production de riz, ça tue votre petite industrie, ça tue toutes les entreprises qui auraient pu vraiment créer les emplois et à partir desquels les revenus peuvent être générés pour payer les impôts pour que l'État puisse fonctionner. Donc, vous avez une relation où la même politique détruit également les entreprises qui devaient créer les emplois, qui auraient pu vous permettre de créer la croissance et d'être prospère. Donc, cette relation qui existe entre un État failli et l'économie néolibérale, c'est avant de dire qu'un État a failli, il faut dire, mais quelles sont les politiques qui ont été recommandées et quelles sont les politiques qui ont été mises en œuvre. Donc, il ne suffit pas de blâmer le pays et dire que l'État est failli. Maintenant, j'entends souvent les gens parler du pays qui a perdu sa souveraineté. Ça c'est le discours de tous les jours. L'inverse étant dans la bouche des hommes politiques, il est temps de regagner notre souveraineté. Si vous voulez regagner, c'est que vous l'avez perdu quelque part. Maintenant, une entreprise, je vais prendre le cas d'une entreprise. Tu vois, il y a les lois sur ce qu'on appelle la banqueroute. Une entreprise en général qui n'est pas en mesure de payer ses dettes, en général, c'est une entreprise qui peut-être est obligée de rentrer en relation de faillite. Donc, relation en faillite, mais avant de fermer l'entreprise, il y a ce qu'on appelle une procédure de la restructuration de l'entreprise. Exact. Donc, la restructuration de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait venir les experts pour d'une part étudier le capital to debt to capital ratio, la dette et le capital, les ratios. En fait, tous les ratios, les succursales, les subdivisions et les relations entre le travail et le patronat, les contrats qui existent. Donc, restructurer une entreprise, ça inclut une analyse profonde de l'entreprise. Un audit, en quelque sorte. Un audit financier. Total, financier. Il y a audit financier, audit industriel, audit administratif, tout ce que vous voulez. Et maintenant, à partir de là, les professionnels émettent des recommandations. Des recommandations, oui. Et avant d'appliquer les recommandations, l'entreprise qui est en faillite peut continuer de fonctionner. Et là, les gestionnaires deviennent ce qu'on appelle des trustees, où le tribunal les permet de fonctionner et de préserver, faire fonctionner l'entreprise jusqu'à ce que des mesures de restructuration puissent être mises en œuvre et éventuellement et souhaitablement sortir l'entreprise de son état de faillite, du marasme. Maintenant, si on prend cette même analogie, si on prend cette démarche, on l'applique à Haïti, on peut dire que Haïti Inc., c'est vraiment une entreprise en faillite. Et pour sortir l'entreprise de la faillite, il faut faire appel à des experts de la restructuration. Et pour les gens qui disent... L'analogie me paraît très intéressante. Pour les gens qui disent que le pays a perdu sa souveraineté, mais il doit les rappeler, mais vous devez. Une entreprise, par exemple, qui a des dettes, n'est pas capable de payer ses dettes. C'est une entreprise qui fait venir des experts pour restructurer ses dettes et réorganiser. Donc, une fois les dettes restructurées, l'entreprise est réorganisée, l'entreprise génère des revenus et des profits pour payer sa dette, l'entreprise n'est plus en état de faillite. Donc, vous faites venir des experts pour organiser votre économie, et l'économie connaît un taux de croissance, vous payez vos dettes et vous regagnez votre souveraineté. Donc, si vous voulez, ne me dites pas que vous êtes souverain. Tant que vous avez des dettes. Commencez par payer vos dettes et ensuite on reparlera de souveraineté. Oui. Et maintenant, ça exige une réflexion, parce que si vous devez payer vos dettes, ça veut dire que vous devez prendre la responsabilité d'engager les gens qu'il faut pour faire fonctionner et propulser et de structurer et faire croître l'économie pour générer les revenus nécessaires pour payer la dette. Bien sûr. Parce que payer la dette, il y a deux types, il y a deux façons de procéder. Il y a d'une part
payer la dette, c'est-à-dire payer les intérêts, c'est-à-dire le service de la dette. Et il y a aussi le paiement du principal, c'est ça? Du capital, merci. Cet anglophone-là, c'est... non, on parle de principal et intérêt aussi. Le principal, ok. Donc vraiment, il faut payer le principal, il faut payer les intérêts. Donc il peut y avoir des relations où l'État ou le pays ne peut pas être en mesure de payer le principal, mais le pays devrait être en mesure de payer les intérêts. Et une fois que les intérêts sont payés, la cotation, c'est ça, la cote des obligations du pays augmente. Donc, et lorsque on veut payer des dettes, est-ce qu'on doit payer ces dettes? On est en mesure de payer des intérêts beaucoup plus bas que si on ne paie pas ces dettes. Donc, lorsqu'on paye ces dettes, on est bon créditeur, donc on trouve des intérêts à bon marché. Donc, des prêts à bon marché. Et lorsque vous ne payez pas vos dettes, les prêts sont c'est énorme. Donc, et comme toutes les banques, rédhibitoire. Comme toutes les banques, si vous ne payez pas à la banque, la prochaine fois que vous avez besoin de l'argent, les intérêts seront plus élevés. Évidemment. Oui. Bon, alors, je dois additionner, dans le cas des entreprises, si vous ne payez pas votre dette, vous n'êtes pas capable de satisfaire ou être organisé. On procède à la liquidation de l'entreprise. Malheureusement, en fonction de la souveraineté nationale, on n'est pas en mesure de faire la liquidation du pays. Donc, vous avez quand même la souveraineté. D'accord. Bon, très bien. J'aime bien ce petit jeu intellectuel. Bon, alors, on est revenu sur la notion de pays failli, on a défini, on a fait des comparaisons entre une entreprise et un pays, quelles sont les ressemblances, quelles sont les différences. On a beaucoup parlé de la Banque mondiale, un petit peu moins du FMI, mais parler de l'un, c'est parler de l'autre. Deux jumelles. Voilà, c'est ça, c'est deux marassas. Dans le même pantalon. Exactement. Bon, alors, finalement, en deux mots, enfin, si on peut, en deux mots, parce que le temps commence à nous presser sérieusement, en deux mots, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de retrouver une certaine souveraineté, mis à part évidemment le fait de payer vous devez payer la dette, point, et puis après on verra. Il ne faut pas oublier que le président Noah Alexis avait payé toute la dette de la République. Oui, c'est vrai. Donc nous avons ça dans notre actif comme pays. Oui. Donc c'est pas, nous ne sommes pas en train de dire quelque chose qui n'a jamais été réalisé dans le pays. Donc, non, normalement, pour répondre en deux mots, oui, c'est possible. Il y a ce que nous évoquons toujours, toutes les fois que nous intervenons sur le plateau, c'est la question de la croissance économique. C'est ça. Maintenant, la question de la croissance économique, c'est très vaste. Mais on ne veut pas dire qu'on va faire croître l'économie en général. Que quelqu'un qui le dit, c'est un menteur. Mais par contre, on peut cibler des industries qui ont ce qu'on appelle les potentiels de levier, qui peuvent, à partir de l'optimisation de ces entreprises, faire que le levier permette autre chose. Donc, on a à choisir des entreprises ou des secteurs d'activité, carrément. Bon, maintenant, si on dit, par exemple, l'agriculture, c'est pas une entreprise, c'est un secteur d'activité. Même ça. Même je ne dirais pas l'agriculture, je ne dirais pas le secteur. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cibler des activités ciblées. À l'intérieur d'un secteur, c'est ça. Mais quelles sont les activités à l'intérieur d'un secteur X, Y, Z qui peut nous permettre le plus grand levier? C'est vraiment là, je pense que la réflexion devait roter, c'est ça? Tourner autour. Pardon? Tourner autour. Thank you so much. Alors, je dois vous dire que je suis plutôt anglophone, donc heureusement que Serge est là. Tourner autour les industries, les entreprises à l'intérieur des secteurs qui peuvent nous permettre de créer, que les entreprises eux-mêmes peuvent permettre l'émergence d'autres choses. Par exemple, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous savons qu'aux États-Unis, il y a une grande guerre entre la Chine sur la question des chips.
Absolument. Mais les chips, l'entreprise taïwanaise a été... précis. Il s'agit des chips informatiques. Informatiques, merci Serge. Pas des chips qu'on mange. Oui, les chips informatiques. L'entreprise taïwanaise a reçu des dons exorbitants pour s'installer aux États-Unis. Mais ce n'est pas l'entreprise seulement que les États-Unis sont en train de déplacer de Taïwan, et tout ce qui entoure l'entreprise. Donc, il s'agit vraiment d'identifier, comme je dis, l'entreprise qui va nous permettre les meilleurs leviers. D'ailleurs, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, qu'Haïti était un des principaux assembleurs de chips informatiques. Absolument, dans les années 50. Et même après. Transistors, etc. Oui. Absolument. Et nous avons raté toutes ces révolutions. Et non seulement ça, à l'époque, William, les normes internationales pour ce genre de travail de précision estimaient que jusqu'à 5% de pièces défaillantes, c'était considéré comme un résultat parfait, c'était pratiquement un 20 sur 20. Haïti était à 1%. Absolument. Alors que le reste du monde était à 5%. Alors il faut, sur cette même volet, sur cette même idée, il faut signaler que je constate beaucoup de gens pensent que c'est à travers l'agriculture qu'on va décoller le pays. Moi je pense que c'est faux. On doit commencer à identifier quelles sont les industries, quelles sont les entreprises, quelles sont les technologies, quelles sont les recherches à mettre en œuvre pour identifier des industries industrielles, des industries, la technologie, la nouvelle information qui peuvent servir de levier. Porteuses. Merci Serge. OK. Bon, alors là, je crois que la conclusion s'impose. Notre sort dépend de nous. Absolument. Et uniquement de nous. Uniquement de nous. Ne venez pas dire c'est faute blanc. Non, absolument pas. Ça, je ne le dirai jamais. Très bien. Et je recommanderai aux autres, avant de le dire, de se regarder dans le miroir. Voilà. Bon. Très bien. Donc là, pour l'instant, on est dans la mouise jusqu'au cou et même un peu au-dessus, mais il y a de l'espoir. Tout espoir est encore permis. Absolument. Eh bien, on va conclure sur cette note positive. Nous avons fait un petit peu le tour de ce concept de pays failli, et la conclusion qu'on en tire, c'est que oui, aujourd'hui, on est au bord du trou de la falaise, et il ne nous reste qu'à faire un petit pas en avant. Et voilà, mais on a pu détecter ce qu'il fallait faire. Cela implique évidemment beaucoup de choses, la formation, la préparation, les capitaux, la volonté politique surtout. Et la bonne foi. La bonne foi, la compétence et l'honnêteté. Parce que notre mal principal ici, c'est cette paire, cette bande de compères que j'appelle toujours corruption et transparence. Non, pas transparence, impunité. Les deux compères qui vont toujours la main dans la main. Corruption, impunité. Banque centrale, FMI, corruption, impunité. Merci William, merci d'être venu jusqu'à nous, et eh bien vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions, vos questions, vos critiques, ou vos compliments d'ailleurs, on les accepte aussi. Voilà, donc bonne fin de journée et à bientôt. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous, et à la prochaine. Même heure, même chaîne.